Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux archives. Donc les archives municipales sont des occupants historiques, entre guillemets, je mets des guillemets parce que historiques depuis le départ de l'armée du fort, puisqu'on a été, le service s'est installé ici en 1985, suite aux travaux d'extension de l'hôtel de ville dans les années 80. Eh bien, les archives manquaient de place et l'extension a obligé effectivement la municipalité de l'époque à penser un autre lieu. Et ce lieu, ça a été le fort de Tourneville avec une installation sur une partie de ce bâtiment où vous êtes aujourd'hui. On est ici dans la salle de conférence des archives, cette salle de conférence qui accueille régulièrement des activités, des associations, et puis aussi, je vais le rappeler, parce que c'est un lieu, je pense, important au début de la construction, effectivement, du collectif au niveau du fort, c'était le lieu des premières réunions avec Fazette sur effectivement, au tout début, comment on fait pour construire un espace partagé de culture pour tous. Je pense que ça va te rappeler, Fazette, certains souvenirs. Je voulais donc dire quelques mots rapides sur le service des archives. Le service des archives est un service patrimonial, donc aussi un service culturel, qui conserve donc la mémoire de la ville depuis la fondation. Voilà, un service qui vit aussi, qui bouge, qui s'ouvre vers l'extérieur, avec la volonté de communiquer, de transmettre la mémoire au plus grand nombre. Un nouveau site internet qui vient d'être créé récemment, et donc qui accueille tous ceux qui sont intéressés par la mémoire et l'histoire de la ville. Le fort de Tourneville, donc je vais vous présenter rapidement l'histoire du fort, parce que je pense qu'en termes d'introduction, ça peut être intéressant pour comprendre aussi pourquoi ce lieu, comment il a évolué et pourquoi aujourd'hui, effectivement, on arrive à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce lieu davantage ouvert. Donc, il faut savoir que nous sommes au milieu du 19e siècle, en 1850, et à l'époque, la ville est entourée de remparts, et ces remparts entourent la ville basse, à l'époque, qui ne s'étend pas du tout sur le plateau, là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, ces remparts gênent le développement de la ville, le développement urbain et économique de la ville. Et en 1852, Napoléon III décide de détruire ces remparts pour permettre à la ville de s'étendre vers les nouveaux quartiers, les quartiers de l'hôtel de ville, les quartiers de la gare, pour vous situer un petit peu le périmètre. Mais disparition des remparts veut dire effectivement un problème pour assurer la défense de la ville. Et l'armée, évidemment, tient à ce qu'on conserve une place fortifiée au Havre, compte tenu de l'importance stratégique du port et de la ville. Donc une ligne de fort est établie donc, en hauteur, sur la côte, de manière à effectivement reculer la défense sur l'extérieur. Donc plusieurs forts sont établis, le fort de Sainte-Adresse qui est devenu les jardins suspendus récemment, le fort de Tourneville où nous sommes, le fort de Frileuse qui se trouve donc un peu plus loin sur le quartier de Frileuse, à l'emplacement de l'actuel collège Romain Roland, et le fort des Neiges. Alors le fort de Frileuse et le fort des Neiges ont disparu. Ces forts ont été construits dans les années 1850 de manière à établir une nouvelle ligne de fortification. Le fort de Tourneville a été conçu à l'origine plutôt comme un lieu de défense et comme un lieu de casernement. Les deux étant mêlés. On n'est pas du tout sur le même dispositif que le fort de Sainte-Adresse, qui est vraiment un fort défensif, situé à la fois vers la mer et vers la terre. Le fort de Tourneville, lui, est tourné vers l'extérieur, vers la terre, vers l'intérieur des terres, et non pas vers la côte. Le fort va jouer un rôle
défensif lors de la guerre de 1870, puisque Le Havre est assiégé par les Prussiens à l'époque, la ville n'est pas prise, et le fort joue un rôle non pas de défense première, mais de défense arrière, mais les premières lignes ne sont pas très loin. Malgré cet épisode, le fort va vite devenir surtout un lieu de casernement, avec notamment les 129e régiment d'infanterie et le 329e régiment d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale, qui vont effectivement s'établir ici. C'est aussi le souvenir que les Havrais gardent du fort, comme le disait Patrick Tesser dans leur jeunesse. Beaucoup de Havrais sont venus dans les années 60 faire leur service militaire ici au sein du fort. Et donc c'est un souvenir important pour une partie des Havrais. Le fort va connaître bien évidemment la Deuxième Guerre mondiale avec beaucoup de transformations, de modifications. Il est occupé par les Allemands qui en font principalement un lieu d'entrepôt de matériel. Le fort aurait dû, a priori, disparaître lors de la guerre. Ça semblait logique que tous les sites allemands situés sur la côte soient effectivement touchés, ou du moins très touchés. Et ça n'a pas été le cas. Comme vous le savez, c'est le centre-ville qui a été détruit et le fort a subsisté. On peut juste remarquer comme trace de ces événements les impacts d'obus que vous voyez au niveau de l'entrée sur la droite. En fait, il faut savoir que le fort a été le dernier lieu où les Allemands se sont retranchés et le dernier lieu voilà, ils se sont rendus effectivement ici au fort. Et bien évidemment, le fort est devenu aussi rapidement un lieu occupé par les militaires, les Américains, un lieu occupé également par des ouvriers, à l'époque on dit encore des ouvriers coloniaux, qui sont venus travailler pour la reconstruction de la ville au tout début des années 1950. Donc ce sont des épisodes pas très connus, mais le fort a également servi donc à l'accueil de ces populations. Et puis très rapidement, l'armée l'armée française a réinvesti le site. Alors de la présence américaine, je voulais dire un mot parce que ça c'était important par rapport aux liens que l'on peut faire aussi avec les travaux d'aménagement récents. On a notamment lors des travaux d'aménagement, d'installation du SEM, on a retrouvé des fresques graffiti sur les murs, qui ont été réalisées par les soldats américains quand ils étaient cantonnés dans le fort. Je saute un peu les étapes. 82 acquisition du fort par la ville, donc l'armée va quitter les lieux. Installation des archives, je l'ai dit, en 1985. On va ensuite avoir d'autres services municipaux qui vont s'installer, le muséum avec ses réserves, logistique et matériel qui va occuper une bonne partie des locaux du bâtiment B qui se trouve au fond du fort, des associations. Une des plus importantes dans les années 90, c'était le Jupo qui s'est installé ici. Et puis la question en fait de l'ouverture de ce lieu se pose. Parce que c'est un lieu effectivement réservé à des services, accès limité. Une fois qu'on passe le porche, est-ce qu'on est dans un espace privé, est-ce qu'on est dans un espace public, est-ce qu'on est dans un espace ouvert? À l'époque, a priori non. On n'est pas dans un espace ouvert sur l'extérieur, sur le public. Un des enjeux lors effectivement de la construction d'un lieu ouvert au public, c'était de dire non, ce lieu n'est plus un lieu réservé, fermé, il devient un lieu ouvert où il peut se dérouler des choses. Et donc on rentre là dans les années 2010, donc dans la période de transformation du fort que je ne vais pas évoquer puisque ça va être le sujet comme des interventions suivantes, notamment de Fazet qui pourra en dire un mot.
Donc voilà, une histoire à la fois récente et parfois mouvementée du fort de Tourneville. Merci.